Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un théorème, le théorème d'Ampère. Nous sommes dans le cours d'électricité 2. Euh, il y a trois parties, hein, je vous les rappelle, magnétostatique, cours alternatif, équation de Maxwell. Dans cette première partie que nous sommes en train de suivre, il y a 6 chapitres et donc nous en avons vu 2 et maintenant nous en sommes au troisième qui porte sur ce qu'on appelle le théorème d'Ampère. Alors on y va sans plus tarder, théorème d'Ampère. C'est un théorème très important qui va nous permettre dans certains cas de déterminer le champ magnétique créé par un courant. Il faut qu'il y ait suffisamment de symétrie. Ça doit vous rappeler quelque chose en électrostatique. Vous rappelez le théorème de Gauss qui permettait de calculer le champ électrique dans des situations où il y avait suffisamment de symétrie? Eh bien, ça sera le même genre de choses. Nous allons voir ça maintenant. D'abord, on va commencer par énoncer le théorème. Donc, en bon français, voilà, on va le lire ensemble. Dans le vide, la circulation du champ magnétique le long d'une courbe fermée orientée quelconque, C, est égale au produit par μ0 de la somme algébrique des intensités des courants qui traversent une surface S quelconque s'appuyant sur C. Le signe affecté aux intensités, valeur toujours positive, eh bien ce signe est celui du vecteur n normal à S. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous le dire بالعربية. Vous voyez, on nous parle d'une courbe fermée orientée. Une courbe, voilà, ici. Active le pointeur laser. Voilà. On parle d'une courbe fermée orientée. Une courbe fermée, vous voyez ce que ça veut dire? Une courbe fermée, bon. Orientée, parce que effectivement, lorsque vous avez une courbe fermée et que vous voulez la parcourir, il y a deux cas possibles. Vous pouvez la parcourir dans un sens ou bien dans l'autre. Donc on va choisir ici un sens, c'est pour ça qu'on parle d'une courbe orientée. Et on va regarder la circulation du champ magnétique le long de cette courbe. Circulation du champ magnétique, cela veut dire l'intégrale sur cette courbe de B scalaire dl. C'est ce qu'on appelle la circulation. Vous connaissez très bien la circulation d'une force, l'intégrale de F dl. Qu'est-ce que c'est? Circulation de la force? Oui, c'est le travail. Le travail d'une force, c'est la circulation de cette force entre deux points A et U. Bon, la circulation de ce champ magnétique, on nous dit que c'est égal au produit par μ0. μ0, c'est la constante, la permittivité. Vous savez, dans la valeur numérique vérifiée, μ0 sur 4pi égale 10 puissance moins 7 dans le système international. Eh bien, c'est égal au produit de μ0 par la somme algébrique des intensités des courants qui traversent une surface S quelconque, s'appuyant sur C. Oui, allons-y dans l'ordre. Lorsque vous avez une courbe C, vous savez que cette courbe-là, vous voyez que plutôt que cette courbe-là, elle va limiter une surface. Il y a une infinité de surfaces d'ailleurs qui sont limitées par cette courbe. Ok? Alors, quand vous prenez une surface quelconque limitée par cette courbe, vous regardez s'il y a des courants qui passent à travers cette surface. S'il y en a, il faut les ajouter dans cette somme. Ça sera μ0 fois la somme de tous ces courants qui passent à travers S. S'il y a des courants qui passent à côté, vous n'en tenez pas compte. Okay? Mais on nous parle de somme algébrique, c'est-à-dire il y a des intensités qui vont être positives, qui vont être plutôt affectées d'un signe plus,
et d'autres intensités qui vont être affectées d'un signe moins. Et ce signe-là va dépendre du vecteur n qui est normal à S. Oui, vous vous rappelez que la courbe était orientée. Eh bien, si une courbe est orientée, alors ça vous donne directement la direction du vecteur normal. C'est en appliquant la règle de la main droite. Hein. Vous vous rappelez comment on avait défini l'année dernière le vecteur surface ou le vecteur normal. Très bien. Alors, c'est peut-être pas encore très clair. Ben, vous allez voir, on va donner la forme mathématique, donc souvent l'intégrale, tout ça, et puis on prendra des exemples et ça sera beaucoup plus clair. Donc, allons-y pour la forme mathématique d'abord. Ça, ici, vous voyez la circulation de B. Circulation de B le long de C. Et ben, c'est égal au produit de mu0 par la somme algébrique, il y a plus ou moins la somme algébrique des courants. D'accord? Et si on prend un exemple pour visualiser ça, voilà, je vous ai dessiné une petite chose ici. Dans les pointillés rouges, vous voyez une courbe fermée, elle est fermée là, avec un sens de parcours, ici. Donc elle est orientée. Et la circulation de P, le long de cette courbe, c'est qu'à la mesure fois la somme des courants qui traversent une surface limitée par C. Alors qu'est-ce qu'il y a comme courant? Bah, vous voyez qu'il y a I1, I2. I3, lui, il passe à côté. Donc I3, on n'en parle pas. Il y a I1, I2. Bon, mais lesquels je vais affecter d'un signe moins et lesquels je vais affecter d'un signe plus, ça va dépendre de la normale AC. Donc, vous voyez, si j'ai choisi ce sens de parcours, vous appliquez votre main droite, hein, vous la mettez perpendiculairement au plan de la courbe, vous mettez vos doigts dans le sens de la flèche et le pouce va vous donner le sens de N. Hein, ici, voilà, ça c'est la main droite. Vous voyez que les doigts se recourbent dans le sens de la flèche et le pouce, ici, il indique vers le haut. Donc voilà, c'est la direction de N. Alors I2 a le même sens, a la même sens grosso modo que N, donc il va être affecté d'un signe plus. I1 sera affecté d'un signe moins. Et ça va nous donner ça, l'intégrale, la circulation de B, c'est mu0 fois moins I1 plus I2. Voilà. Bon, eh bien, vous allez voir, on va pouvoir appliquer ce théorème dans un cas où il y a une grande symétrie et ça nous permettra de déterminer B, le champ magnétique. On va le voir sur un exemple de calcul. On va calculer en un point M le champ créé par un courant qui circule dans un fil indéfini, un fil rectiligne indéfini, une droite. Voilà, que cet axe-là qui contient I, je l'appelle Z, et je cherche le courant point M. Alors pour me repérer, je vais intervenir les vecteurs de la base cylindrique d'axe Z. Donc il y a le vecteur euro, le vecteur EZ et le vecteur EFI qui est perpendiculaire à ces deux-là et qui rentre dans l'écran. Voilà. Alors, contrairement aux vecteurs de la base cartésienne, ces vecteurs ne sont pas fixes. Je veux dire par là que si vous changez de point M, ben, ces vecteurs vont changer. Bon, peut-être pas EZ. EZ est toujours... bon, EZ c'est EZ, hein, il est déjà vers le haut. Mais euro et EFI vont changer. Je vais vous le montrer sur un exemple. Voyez, vous considérez un cercle d'axe Z, d'accord, et qui passe par M. Le projeté de M sur l'axe, on l'appelle O. Donc le cercle a pour centre O, il a pour rayon OM, ce qui est égal à ρ, hein, la première coordonnée de M. Très bien.
Eh bien, si vous vous déplacez, par exemple, vous venez ici, en ce point-là, eh bien, vous allez voir que les vecteurs euro et phi ils vont changer, hein, comme c'est dessiné ici. Euro, il va de haut vers le point, donc il est comme ça. Phi, c'est un vecteur qui est perpendiculaire, très bien. Et EZ, eh ben, c'est le troisième vecteur, qui est orthogonal aux deux premiers. Donc vous voyez, les vecteurs euro et phi changent. On le voit très très bien sur cette figure. Bien, on va pouvoir appliquer le théorème d'Ampère et pour ça, je vais vous indiquer 5 étapes. Il y aura 5 étapes, comme ça vous allez rien oublier. Toujours, on appliquera en 5 étapes. La première étape, ça concerne la symétrie et l'invariance. Bon, d'abord symétrie. Essayons de voir, est-ce qu'il y a des plans de symétrie à ce problème? Il y en a un qui est particulièrement évident, c'est le plan de la figure. Hein, il n'y a rien qui change dans une symétrie par rapport à ce plan-là. C'est un plan de symétrie. D'accord? Et nous savons que si un point M appartient à un plan de symétrie, le champ magnétique en ce point-là est perpendiculaire à ce plan. Donc le champ en M, eh bien, il est perpendiculaire à ce plan. Il y a une seule direction possible, c'est phi. Donc le champ va être porté par la direction phi, ce qu'on peut écrire mathématiquement comme ça. Champ en M égale une certaine... Pourquoi j'écris E? Ah, en fait, c'est B, hein. Il faudra changer ça. Bon, je vais le changer après. C'est B, je sais pas pourquoi j'ai écrit E vraiment. C'est B de M qui est égal à la valeur B fois E de phi. Très bien. Et ça me perturbe cette histoire. Bon, bah, ça sera changé, hein. C'est le champ magnétique B, bien sûr. J'en reviens pas à que j'ai écrit E. Bon, alors avançons. Oui, avant de voir la suite, j'aimerais vous dire, il y a parfois des étudiants qui me disent oui, mais il y a un autre plan de symétrie. Si vous regardez le plan qui est perpendiculaire à la figure et qui passe par l'axe OZ, vous voyez? Alors c'est effectivement un plan de symétrie. Oui, mais le point M n'appartient pas à ce plan. Et donc il ne nous intéresse pas. Ce qu'il nous faut, c'est un plan de symétrie ou d'antisymétrie mais qui passe par M. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bien, on pourrait parler... Bon, on avance. On avance. Et donc maintenant, on va parler de la question de l'invariance. Vous regardez que votre distribution de courant, enfin votre courant I, votre distribution, elle est invariante si vous faites une translation le long de Z. Regardez, vous prenez le fil et vous le translatez sur Z. Par exemple, vous placez en M, d'accord? Et vous regardez, vous voyez le fil qui est ici. Je vous demande de fermer les yeux. Et pendant que vous avez les yeux fermés, je déplace le fil, par exemple comme ça, je le déplace vers le haut d'une certaine quantité et je vous demande de rouvrir les yeux. Bon, est-ce que vous aurez vu quelque chose qui a changé? Ben, bien sûr que non. Vous voyez le fil exactement de la même façon. On dit qu'il y a une invariance par une translation le long de Z. Pour vous permettre de comprendre, je vais vous montrer une translation qui ne laisse pas le problème invariant. Si je fais maintenant une translation dans la direction de OM, enfin, même chose, vous placez en M, vous regardez le fil, il est là, à une certaine distance, et pendant que vous avez les yeux, je vous demande de fermer les yeux, et pendant que vous avez les yeux fermés, je déplace le fil en l'approchant de vous, l'approchant du point M. Lorsque j'arrive ici, je vous demande d'ouvrir les yeux. Est-ce que quelque chose a changé? Ben oui, le fil maintenant il est plus proche. Donc, la translation selon la direction perpendiculaire à Z ne donne pas cette invariance. Voilà. La seule invariance par translation, c'est selon Z.
Par ailleurs, il y a une translation aussi, il y a une invariance aussi, pardon, une invariance dans toute rotation de n'importe quel angle phi autour de Z. Vous voyez que si vous tournez le fil autour de Z, ben, il va rester lui-même. Donc, vous voyez que rien ne change. Et dans ces conditions, eh bien, le champ magnétique B lui-même ne va pas dépendre ni de Z, ni de l'angle phi. Il ne dépend que de ρ. Une autre façon de le dire, si vous voulez, ça vous permettrait, je pense, de voir clairement cette histoire d'invariance. Regardez, vous placez sur M. Et maintenant, vous laissez le fil là où il est, mais vous faites une translation de M le long Z. Vous venez ici, par exemple. Ben, ici, vous voyez que rien n'a changé, puisque le fil est indéfini. La droite est infinie. Donc, le champ magnétique en ce point-là, ou au point M est le même. Le champ ne dépend pas de Z. De la même façon, si vous partez de ce point et vous tournez autour de l'axe le long de ce cercle en pointillé, donc en restant à la même distance du fil, vous tournez comme ça, vous voyez que en tout point, vous voyez le même paysage. Donc, le champ en B n'a aucune raison d'être différent entre ce point ou n'importe quel point. Le champ B ne dépend pas de phi. Ce qu'on peut écrire mathématiquement, bon, j'ai encore écrit E, hein, c'est B, B de M égale B de ρ. Hein, normalement, on aurait écrit B de M égale B de ρ, phi et Z, n'est-ce pas? Mais comme ça ne dépend pas de phi et de Z, eh bien, il reste que B de M égale B de ρ. Très bien. Et donc, d'où B de M, le vecteur B de M égale B de ρ porté par le vecteur E phi. Vous voyez que dans cette égalité-là, il y a deux informations. La première information, c'est le fait que la direction du champ est portée par E phi. La deuxième information, c'est que le module du champ B ne dépend que de ρ. Voilà. Eh bien, ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, on va choisir la courbe d'Ampère. Et pour choisir cette courbe, il nous faut une courbe où il y a quelque chose de spécial. Alors, quoi de plus spécial ici, lorsqu'on a parlé de cette courbe, de ce cercle en pointillé, où le champ ne variait pas. Donc, c'est très spécial. Eh bien, c'est ça qu'on va prendre pour courbe de Gauss. On va prendre le cercle d'axe OZ et de rayon OM égale ρ. Hein, c'est celui qui est en pointillé. Voilà. Ça, c'était la deuxième étape. Et vous voyez que je viens d'ajouter ici une petite flèche. C'est pour indiquer, ça ne suffisait pas de dire le cercle qui est là. Vous vous rappelez pour la courbe d'Ampère, vous vous rappelez qu'on avait dit que la courbe d'Ampère doit être orientée. On doit choisir un sens de parcours sur cette courbe. Eh bien, moi, j'ai pris ce sens-là. D'accord? C'est donc une courbe orientée. Alors, avec ce sens-là, quelle est la direction de la normale? Vous prenez votre main droite, vous mettez les doigts sur le sens de la flèche, et vous voyez que le pouce va être vers le haut. La normale est vers le haut. Voilà, on aura l'occasion de l'utiliser dans un petit moment. Alors, troisième étape, c'est le calcul direct de la circulation du champ magnétique le long de C. Je dis direct, vous voyez, parce que quelqu'un pourrait nous dire, ah oui, mais la circulation du champ magnétique, d'après le théorème d'Ampère, c'est mu0 fois la somme des I, etc. Non, ça sera la quatrième étape. Pour l'instant, je veux calculer directement la circulation sans utiliser le théorème d'Ampère. Donc, par définition, la circulation, vous voyez le petit rond qui est là, c'est-à-dire que la courbe est fermée. La circulation de B,
ça s'exprime B scalaire dl. dl, c'est un infiniment petit le long de la courbe. Donc, par exemple, il va être là. Ou là, ou là, ou là, ou là. Bon, voilà, on va intégrer sur ça. Peut-être que ça vous semble un problème qui n'a pas de solution, dans le sens que je vous demande de calculer une intégrale, l'intégrale de quelque chose que vous ne connaissez pas. Oui, parce que B, c'est ce qu'on est en train de chercher. C'est comme si en maths, vous savez, dans les problèmes à une dimension, lorsque on parle de l'intégrale de f de x dx, voilà, je vous demande de calculer l'intégrale de f de x dx sans connaître f. Vous voyez, c'est pas possible. Bon, ici, plus exactement, on ne va évidemment pas pouvoir calculer cette intégrale, mais on va pouvoir l'exprimer en fonction de b. Vous allez voir, c'est déjà beaucoup. Donc, on va commencer par écrire d'abord quelles sont les directions de b de dl. B, nous avons vu tout à l'heure que c'était un vecteur porté par phi, ok? Et dl, vous voyez, puisqu'il est le long du cercle, il est lui aussi porté par phi. Il est d'ailleurs porté par plus phi, puisque je parcours dans ce sens-là. On l'écrit, donc voilà, ils sont tous les deux portés par phi. Bon, phi scalaire phi, c'est égal à 1. Donc il reste l'intégrale de b dl. Et en plus, maintenant b, en tout point de ce cercle en pointillé, b est une constante, puisque en tout point tous les points qui sont sur le cercle ont le même ρ. C'est le rayon du cercle. Et puisque b ne dépend que de ρ, c'est que b reste constant en tout point de ce cercle. Je le sors de l'intégrale, voilà, ça m'a donné ceci, b scalaire dl, b l'intégrale de dl, et l'intégrale de dl, eh ben c'est L, c'est le périmètre du cercle, et c'est le périmètre d'un cercle de rayon R, c'est 2πr, donc ici ça sera 2πρ, voilà, ça sera b fois 2πρ. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire, il y a des étudiants qui disent « Ah oui, mais comment ça? L'autre jour, vous nous aviez dit que l'intégrale sur une coupe fermée de dl, c'est égal à 0. » Vous vous rappelez? Oui, mais on était en train de parler du vecteur dl. L'intégrale vectorielle de dl était nulle, c'est vrai. Mais ici, on est en train d'additionner toutes les normes de dl. Donc finalement, ça nous donne L. La longueur du cercle, c'est B. Donc la circulation, c'est B fois 2πρ. Très bien. Ben, c'est déjà l'étape 3. Parlons de l'étape 4, qui est le théorème d'Ampère, que je vous rappelle. La circulation de B sur une coupe fermée, c'est μ0 fois la somme algébrique des I. Alors, I, c'est donc indice I, c'est donc les courants qui passent à travers une surface ici, limitée par la courbe. Or, qu'est-ce qu'il y a comme courant qui passe à l'intérieur de ce cercle? Il y a le courant I. Voilà, il y a un seul courant, I. Bon, est-ce qu'il faut compter positivement ou négativement? Puisque tout à l'heure on avait dit avec ce sens de parcours, la normale est vers le haut, eh bien, ça veut dire que I doit être compté positivement. Et donc, on a ici l'intégrale de B dl égale à μ0 I. Voilà. Et donc, dernière étape, ce sera la conclusion. Oui, je vais dire cette expression-là va être égale à cette expression, puisque tous les deux, c'est la circulation de P. Et ça me donne donc B fois 2πρ égale μ0 I. Je vous fais remarquer que si quelqu'un avait choisi pour courbe C la même chose, mais avec une orientation différente, si j'avais orienté ma courbe dans ce sens-là.
vous voyez que dl va avoir le sens opposé à EφI, n'est-ce pas? Donc je vais avoir ici dl fois moins EφI, c'est-à-dire qu'ici, au final, j'ai trouvé moins B de rho de pi rho. Ok. Le vecteur normal à la surface, à ce moment-là, il serait dirigé vers le bas. Et donc, le courant I, il faudra l'affecter du signe moins. Donc là, j'aurai moins mu 0 I. Et au final, on aurait moins B fois 2 pi rho égale à moins mu 0 I. Ce qui revient au même donc. Et notre conclusion, c'est que le champ, ouais, vous tirez B de la mu 0 I sur 2 pi rho, nous savons que c'est porté par EφI. Donc le champ B, c'est égal à mu 0 I sur 2 pi rho porté par EφI. Voilà un résultat extrêmement classique qui vous permet, j'espère, de vous habituer un petit peu à ce théorème d'Ampère. En TD, nous verrons d'autres applications, enfin d'autres exemples de calcul de situations où on utilise le théorème d'Ampère. Bien, dernier paragraphe du cours d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la forme locale du théorème d'Ampère. Oui, parce qu'actuellement, on a vu ce qu'on appelle la forme intégrale. Vous voyez, la circulation le long de la courbe. C'est bon. Maintenant, on voudrait voir une relation qui, en fait, donne et qui s'applique, si vous voulez, en un point, au voisinage d'un point uniquement. Alors, pour la faire apparaître, pour la démontrer, on va considérer une situation générale. Vous avez un corps ici avec une densité J, une densité de courant J qui va là-dedans. Si j'appelle cette section, toute la section S, eh ben, j'ai un courant I qui circule là-dedans. Maintenant, regardez, si je prends une autre section S', plus petite que S, hein, à travers cette section S', qui est limitée d'ailleurs par une courbe C', vous voyez que j'ai un courant I', et I' va être plus petit que I, puisque S' a un diamètre plus petit que S, si vous voulez. Bon, j'ai un courant I'. Et quelle est la relation entre I' et J? Bon, je vous rappelle que l'intensité d'un courant, eh bien, c'est le flux de J à travers la surface que je considère. Donc ici, l'intégrale de S', l'intégrale de J. I serait égal à l'intégrale de J de S sur S, pas sur S'. D'accord? Donc voici l'intensité à travers cette surface, à travers une surface qui est limitée par la courbe C. Très bien. Maintenant, on va d'abord rappeler l'expression du théorème d'Ampère dans sa forme intégrale. La voilà, circulation de B le long de cette courbe C', c'est donc mu 0 I', puisqu'il y a un seul courant qui passe à travers la surface limitée par C'. Et I', nous avons remplacé par l'expression qui est là-haut. Donc, la circulation de B, c'est mu 0 fois ce qu'on pourrait appeler le flux de J à travers S'. Hein, ça, c'est un flux. Bien. Maintenant, cette intégrale-là, cette circulation, c'est une intégrale à une dimension, eh bien, il y a un théorème mathématique qui permet de changer, de passer de cette intégrale simple à une intégrale double, ce qu'on appelle le théorème de Stokes. Vous avez dû le voir en mathématiques. En tout cas, je vous le rappelle ici. Théorème de Stokes, il nous dit que ça, c'est mathématique, hein, ça n'a rien à voir. Pardon, ça, c'est cette première égalité. Ça n'a rien à voir avec la physique. La circulation, l'intégrale simple de B, le long d'une courbe, c'est égal au flux du rotationnel de B à travers toute surface S' qui est limitée par C'.
Vous pouvez remplacer le champ B par n'importe quel champ X. Vous allez avoir l'intégrale de X dl, X scalaire dl, égale à l'intégrale double du rotationnel de X ds'. Alors, je dis n'importe quel vecteur X, oui, enfin, à condition que ces dérivés, que ces composantes soient dérivables, puisqu'on parle du rotationnel de B. Vous savez, là-dedans, il y a dB sur dx, plutôt dBx sur dy, dB, enfin, toutes les composantes, vous les dérivez par rapport aux coordonnées. D'accord? Ce qui me rappelle, quand j'avais votre âge, un professeur qui nous parlait de ça, et il nous disait qu'il faut que la fonction soit gentille. Il disait gentil. Bon, moi je savais ce que c'était une personne gentille, une personne sympathique, gentille. Mais une fonction, c'est quoi une fonction gentille? Eh bien, il voulait dire par là une fonction gentille, c'est-à-dire dont les composantes varient gentiment. Il n'y a pas de variation brusque, il n'y a pas de discontinuité par exemple, il n'y a pas de point anguleux. Vous voyez? Parce que s'il y a ces choses-là, la fonction n'est pas dérivable. Bon, mais pour toutes les fonctions que nous allons rencontrer, ces fonctions sont à composantes dérivables, et donc ce théorème de Stokes s'applique sans problème. Et ici, je dis que cette expression-là, en même temps, j'utilise la ligne précédente pour voir que ce rotationnel est égal, enfin l'intégrale de ce rotationnel égale le flux de mu 0j. Bien. Alors, de ceci, on va tirer la forme locale, ce qu'on appelle forme locale, du théorème d'Ampère. Attends, ça va être, donc, vous voyez, vous comparez les deux expressions, ça va être que rotationnel de B est égal à mu 0j. Mais dites-moi, est-ce que c'est obligé? Est-ce que, d'abord, lorsque deux intégrales sont égales, est-ce que ce qu'il y a sous l'intégrale, est-ce que c'est le même? Ça, pas nécessairement, bien sûr. Pas nécessairement. Mais ici, en fait, c'est quelle que soit la surface S'. Alors, pour cela, il faut bien entendu que le rotationnel de B scalaire ds' soit égal à mu 0j scalaire ds'. Et là aussi, lorsque vous avez cette égalité de produit scalaire, lorsque vous avez A scalaire B égale à C scalaire B, est-ce que A égale C? Bien sûr que non. Mais ici, ça va être le cas, puisque, je vous dis, c'est valable aussi quel que soit ds, si vous voulez. Donc, enfin, tout ça pour vous dire que l'expression locale du théorème d'Ampère, ce sera rotationnel de B égale mu 0j. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle forme locale. C'est ce qui se passe au voisinage d'un point. Ici, c'était le point au centre, ici. Et bien, au voisinage de ce point, le rotationnel de B, enfin, le rotationnel de B en ce point-là, pour connaître le rotationnel de B en ce point-là, on a besoin de la valeur de B dans le voisinage de B, enfin, comment varient ces composantes. Eh bien, ce rotationnel est donc relié à la densité de courant en ce point par la relation rotationnelle de B égale mu 0j. Cette équation est très importante, c'est carrément une équation de Maxwell, bon, pas dans sa forme générale, mais lorsque rien ne dépend du temps. Vous voyez, c'est la deuxième équation qu'on rencontre. Bon, même si celle-ci n'est pas tout à fait générale. Alors que, vous vous rappelez la dernière fois, on en avait vu une qui était absolument générale. C'était, rappelez-vous, c'était quoi? Oui, exactement, divergence B égale 0. Divergence B égale 0 est une relation qui est vraie dans n'importe quelle situation. Voilà. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que, voilà, c'est terminé. Je vais vous dire au revoir. Merci pour votre attention.